Nous vivons une crise de la masculinité sans précédent. Les normes, repères et injonctions qui construisent socialement les hommes ont vacillé. Le discours public se met de plus en plus à critiquer ce qui était auparavant glorifié, créant une forme de débat implicite inintelligible. Pourquoi l'excès de virilité pose problème? Est-ce qu'il serait temps d'émasculer les hommes? Est-ce que nous vivons dans une époque trop fragile? Pourquoi Fight Club, American Psycho, Avengers sont devenus les symboles d'une masculinité devenue toxique ayant des conséquences dangereuses sur la société? Et est-ce que Ken de Barbie va tous nous sauver? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, mais avant d'analyser la pop culture sous un prisme, c'est mieux de se mettre d'accord sur ce dont on parle. La masculinité, ça désigne quoi? C'est un mot qui a plusieurs interprétations, mais ici, quand on va parler de masculinité, on va évoquer ce qui désigne les rôles, les comportements et les attributs considérés comme appropriés pour les garçons et les hommes dans notre société. En bref, la masculinité renvoie aux attentes de la société à l'égard des hommes. Ces normes et ces attentes, elles existent depuis très longtemps. Ça remonterait carrément à la Grèce antique. À cette époque, certains critères concernant les hommes apparaissent. Des critères physiques avec l'injonction à avoir des épaules larges et une musculature énorme et sèche, ce qu'on retrouve chez les statues de l'époque. Mais également, et sûrement encore plus intéressant, des critères quasi philosophiques. Durant la Grèce antique, il était requis aux hommes de poursuivre une morale stoïcienne associée à une interdiction de montrer ses émotions ou d'avoir des attitudes efféminées. Donc, même si l'idée de masculinité a évolué depuis, comme on le verra, dans son fondement, on pouvait déjà y voir une volonté de cadrer les manières d'être et de faire des hommes selon un idéal prédéfini. Cet encadrement va alors forcément conduire à ce qu'on a ensuite appelé la masculinité toxique. Et pareil, je déteste quand les gens emploient des expressions à tout va sans clairement les définir pour critiquer tout et n'importe quoi. Donc mettons-nous d'accord, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que j'entends en tout cas par masculinité toxique? Wikipédia propose la très bonne définition du psychiatre Terry Kuppers, à savoir la constellation de traits masculins socialement régressifs qui servent à encourager la domination, la dévalorisation des femmes, l'homophobie et la violence gratuite, impliquant le besoin de rivaliser agressivement et de dominer les autres. Parmi les situations clichés de cette masculinité toxique, on a l'idée qu'un homme, un vrai, ça ne pleure pas, qu'un homme doit se battre pour se faire respecter ou même subvenir aux besoins de sa famille. Ça peut être également sur les attitudes et le physique, avec l'idée qu'un homme doit être musclé. Avoir des épaules larges et des gros bras comme moi. Bon, donc comme expliqué en introduction, c'est un débat qui est extrêmement contemporain et qui va peut-être en échauffer certains, donc je suis comme toujours ravi que vous participiez en commentaire et je l'attends d'autant plus sur ce genre de vidéo comme pour la religion, mais s'il vous plaît, restez respectueux, vraiment c'est extrêmement important. Parce que oui, c'est un sujet polémique. Depuis plusieurs années, et ça ne cesse de s'intensifier avec la question du genre et de son expression identité qui a pris une place majeure dans le débat politique. Sans même parler de la transidentité, des figures comme Bilal Hassani ont levé des questions sur ce que devait être un homme ou ce que devait être une femme. À ces débats culturels, il faut ajouter le mouvement MeToo qui a bouleversé la pop culture. La libération de la parole des femmes sur le comportement toxique et dangereux des hommes a remis en cause la place prépondérante offerte à ces derniers et leur désir de domination souvent malsain. Une nouvelle vague de féminisme s'est emparée de la question, même s'il reste encore du chemin à faire. De l'autre côté, des personnes se revendiquant anti-woke rejettent en bloc ces nouvelles idées et considèrent qu'il s'agit avant tout d'une volonté de castrer les hommes et d'un délire de militantes extrémistes. Déjà, la nature masculine, ce n'est pas la faute des stéréotypes. Ce n'est pas une construction sociale inventée par le patriarcat. Oui, la culture a son importance, mais c'est avant tout une donnée biologique. Pour certains d'entre eux, la masculinité et la virilité seraient des attributs innés chez l'homme, et les renier reviendrait à renier la nature humaine. Et comme d'habitude, je suis pas ici pour vous dire quoi penser. L'objectif, c'est de vous partager le fruit de ma réflexion et de mes recherches, mais pour que vous puissiez construire la vôtre. Vous avez très probablement déjà un avis sur la question, le but n'est pas que vous adoptiez le mien. Cependant, en ce qui concerne le débat entre l'inné et l'acquis sur la masculinité, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'acquis. S'il peut exister des explications biologiques sur certains comportements des humains, en particulier des hommes par rapport aux femmes, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la manière dont les normes sociales qui nous entourent influencent notre perception et nos comportements. La plupart des études suggèrent que les bébés garçons ne naissent pas avec une préférence pour le bleu et les petites filles pour le rose. Ce sont les représentations culturelles et sociales qui entraînent cette différence. Et c'est là-dessus
qu'on va se pencher. Sauf que nous, on va pas parler de rose et de bleu, mais on va parler de la masculinité toxique et la manière dont sa représentation dans la pop culture peut s'avérer extrêmement problématique et changer notre vision du monde. À l'écran, le masculin a depuis longtemps connu une représentation extrêmement virile et mettant en avant une forme de masculinité très traditionnelle. C'est le cas à Hollywood où dans le sillon des blockbusters, les films d'action portés par des stars, quasiment exclusivement des hommes, ont connu un engouement et un succès fou dans les années 80 puis dans les années 90. Je pense à Rambo, L'Arme Fatale, les films de Jean-Claude Van Damme, d'Arnold Schwarzenegger ou encore de Chuck Norris. Ces films dont on retrouve une forme d'héritage dans les Fast and Furious ou évidemment les Expendables de nos jours ont pendant longtemps trusté les premières places du box-office. La plupart d'entre eux ont alors servi de forme d'exutoire et de fantasme pour des millions d'hommes rêvant de ces personnages tout-puissants capables de sauver le monde à bout de bras et d'armes automatiques. Le genre prend dans un sens la suite des westerns, avec cette apologie de la violence qui est une des caractéristiques de la masculinité toxique et des hommes forts en lead. Cependant, on peut noter que par rapport au western, il y a une prise en importance de la place du corps et de la musculature, nous renvoyant presque aux normes de la Grèce antique. Une grande partie de ces acteurs sont même bodybuilders ou issus des sports de combat et se mettent en scène dans des situations de guerre armée. Cette réaffirmation virile de la masculinité à Hollywood à cette période s'explique en grande partie par le contexte social aux États-Unis. Le président américain est Ronald Reagan, ancien acteur de long métrage qui développe rapidement une rhétorique guerrière s'opposant aux années précédentes considérées comme trop molles. Il remet l'idée de combat, de conquête et du culte de soi au centre du discours public, ce qui va fortement influencer Hollywood et permettre l'émergence de ces figures ultra-masculines. Cependant, on pourrait se dire que malgré les quelques résistants que j'ai évoqués, ce genre a plutôt disparu de nos salles obscures et appartient au passé. Pour autant, le nouveau genre qui a quasiment défini les années 2010 est aussi assez intéressant sur la question. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que les films de super-héros ont écrasé le box-office ces 15 dernières années, malgré une récente baisse. On y retrouve alors des représentations d'hommes forts, puissants et dominants, pas si éloignés de ce qu'on voyait dans les films d'action des années 80. Le masculin y est omniprésent à tel point que malgré le retour en grâce dès 2008 avec Iron Man, il faudra attendre près de 10 ans pour voir une femme porter un film majeur du genre avec Wonder Woman. Une étude de la chercheuse Jennifer Harriger s'est penchée sur la place de la masculinité au sein du genre et y relève une place centrale offerte à la force et à la violence. Elle a même quantifié le nombre d'occurrences de références se rapportant à cette masculinité et le résultat est assez impressionnant. Ça va de 75 pour le film Les Gardiens de la Galaxie 2 à plus de 300 pour les films Avengers. Et c'est vrai que ces derniers, longtemps dominés par des castings remplis de testostérone, sont souvent le lieu de comparaison de niveau de masculinité et de virilité entre les personnages. Big man in a suit of armor. Take that off, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. J'ai commencé par l'exemple du cinéma, car il est sûrement le plus parlant et on voit bien que les films de la pop culture sont donc remplis de messages et de signes autour d'une vision traditionnelle de l'homme. Pour Raewyn Connell, sociologue qui fait figure de référence sur le sujet, il s'agit alors de ce qui participe à la construction de la masculinité dite hégémonique. Pour reprendre la définition donnée par l'auteur, la masculinité hégémonique est une configuration de pratique qui permet à la domination masculine de se perpétuer. En gros, c'est ce qui correspond à la façon acceptée et reconnue d'être un homme, obligeant tous les autres hommes à se positionner par rapport à elle. Elle s'impose non pas systématiquement par la violence, mais plutôt par le biais de la culture, des institutions et de la persuasion. Cette masculinité hégémonique, elle s'oppose aux masculinités subordonnées et marginalisées, donc les autres masculinités qui ne sont pas considérées comme acceptables dans notre société. En fait, Raewyn Connell reprend la terminologie d'Antonio Gramsci et son concept d'hégémonie culturelle, à savoir un système de domination qui repose sur la capacité d'une idéologie à dominer les consciences. La pop culture, on le sait, a comme pouvoir de réussir à faire passer des normes sociales et à construire une représentation du monde dans la tête des gens, et donc y compris sur la masculinité et la masculinité toxique. On retrouve ce problème dans de nombreux personnages. Une bonne partie des figures majeures de notre culture populaire est extrêmement problématique quand on s'y penche de plus près. Alors, je pourrais en énoncer plein à la volée ou me demander de me croire sur parole en disant « Ah bah tel personnage, ça se voit qu'il est toxique », mais à la place, j'ai décidé de faire comme les figures christiques dans ma vidéo sur la religion. J'ai trouvé une grille d'analyse proposée par un chercheur qui va nous permettre de déterminer si un personnage a plus ou moins d'attributs de la masculinité toxique. Nate Jacobs dans Euphoria, Tony Stark dans Iron Man, James Bond dans
James Bond, et Anakin Skywalker dans Star Wars. Je me suis appuyé sur le CMNI, une échelle de conformité masculine développée par le chercheur James Mahalik et qui contient 11 normes à respecter: la compétitivité, le contrôle émotionnel, la prépondérance du travail, la prise de risque, la violence, la présentation hétérosexuelle, le côté playboy, donc actif sexuellement, l'autosuffisance, le pouvoir et le contrôle des femmes, la domination et enfin la poursuite d'un statut. Nate Jacobs coche 9 cases sur 11 avec un accent mis sur son désir de domination et de contrôle des femmes, surtout ses petites amies qu'il manipule sans état d'âme, mais aussi la poursuite d'un statut auprès de ses pairs au lycée et le rejet de l'homosexualité de son père. Pour Tony Stark aussi, on est à 9 attributs sur 11 d'après ma lecture. On retrouve moins l'omniprésence de l'hétérosexualité et de la domination sur les femmes, par contre on a le côté playboy, la violence, l'importance du travail ou évidemment la prise de risque. Le personnage de James Bond a pendant longtemps été considéré comme l'archétype de la masculinité, et pour cause, je pense que j'ai même pas besoin de détailler, puisqu'il remplit selon moi aisément les 11 cases. Pour Anakin Skywalker, c'est moins élevé, puisque j'ai relevé 7 traits caractéristiques de la masculinité sur 11. Ce qu'on voit, c'est que les scores sont très élevés, et ça confirme ce que je disais plus tôt, c'est que oui, il y a une prépondérance de la masculinité virile et traditionnelle dans la pop culture, et ce malgré des œuvres qui sont quand même assez diversifiées et des personnages qui pourtant sont plutôt différents. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous trouvez que je fais du bon travail et que vous avez envie que je continue, il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Merci énormément à ceux qui font l'effort de le faire. Après, il ne faudrait pas tomber dans un raisonnement binaire qui consisterait à dire que puisque ces personnages cumulent des attributs masculins, cela signifie qu'ils sont par essence toxiques. C'est plutôt l'accumulation de toutes ces figures qui vont propager la même idéologie qui est problématique. Aussi, à l'inverse, certains personnages iconiques de la pop culture sont toxiques, mais pas forcément en raison de leur masculinité. Je pense notamment à Ross dans Friends, qui est très souvent revenu quand je vous ai demandé des exemples à mobiliser pour la vidéo. Et si Ross est clairement problématique, en particulier dans ses relations, je suis pas sûr que cela soit en raison de la prépondérance de caractéristiques masculines. Pour moi, il ne faudrait pas tomber dans le piège de considérer chaque personnage ambivalent moralement comme toxique en raison de sa masculinité. Mais donc, ce problème se ressent dans les personnages, mais aussi dans le contenu au global. Une analyse de la chercheuse Lindsay Roberts visait à identifier la présence en pourcentage de la masculinité toxique dans les séries pour adolescents en se concentrant sur les agressions et le rejet de la féminité. 37%, soit plus d'un tiers des scènes de séries pour ados, en contiendraient. Le sujet touche tous les secteurs de la pop culture, quasiment sans exception. Même la télévision, avec la télé-réalité qui est un terreau particulièrement fertile pour ce genre de discours et de représentation. Dans les télé-réalités, la masculinité, elle est assez toxique et donc les candidats masculins sont d'insatiables séducteurs qui ne peuvent pas s'empêcher de tromper leur conjointe et de l'autre côté, leur conjointe, c'est la femme éplorée, toujours en larmes. Mais aussi, par exemple, dans la musique, où c'est peut-être encore plus voyant qu'ailleurs. Aujourd'hui, un des genres qui domine est le rap, en tout cas en France et aux États-Unis. J'ai beau être fan de rap, il est indéniable que concernant la représentation de l'homme, de la femme et du rapport entre les deux, on est clairement sur de la masculinité hégémonique. Ce qui est assez étonnant pour une contre-culture. Et pour le coup, les médias ne manquent pas de le rappeler. Tout le monde se souvient de la polémique nationale suite au titre Sale pute d'Orelsan où il incarnait un mec dangereux qui parlait de frapper sa petite amie. Ou même plus récemment, Damso qui s'était vu retirer l'hymne de la Belgique pour la Coupe du Monde 2018 en raison de plaintes d'associations féministes pour ses propos vis-à-vis des femmes. En fait, la violence et le virilisme sont des armes majeures pour l'ego trip qui est à la base du rap. Quand les rappeurs ne se vantent pas d'être les meilleurs d'un point de vue musical, ils se rabattent naturellement sur les qualités masculines valorisées par la société. Pour cela, ils vont d'ailleurs le plus souvent se reposer sur des références de la pop culture, comme Tony Montana, le mafieux personnage principal de Scarface. Autant vous dire qu'il coche facilement les 11 cases mentionnées précédemment. Richie Hardcore Stewart a consacré une thèse sur le sujet en se demandant si le rap populaire représentait et renforçait la théorie de la masculinité hégémonique. Bon, et spoiler, oui. Son analyse montre que la musique hip-hop grand public dégrade régulièrement les femmes, promeut la violence comme un comportement normatif pour les garçons et les hommes et valorise le matérialisme ostentatoire. Les femmes sont alors un simple objet de désir sexuel, une forme de capital social valorisé par les rappeurs. Et les rappeurs qui ne rentrent pas dans les codes masculins traditionnels sont régulièrement attaqués pour cela, renforçant la théorie de Connell. Après, je préfère préciser, je reste un grand auditeur de rap et je pense qu'il convient quand même de nuancer cette vision qui est souvent assez caricaturale et qui
qui a souvent comme but de dénoncer le rap comme un genre décadent, etc. L'approche du sujet est en train de changer. Certains rappeurs comme Nekfeu, qui n'hésitait pas à exhiber des jeunes femmes en sous-vêtements dans ses clips à ses débuts, se retrouvent à défendre l'image des femmes dans un morceau ou même rejettent l'homophobie ambiante du milieu. Même Damso semble avoir ajusté son fusil d'épaule puisqu'il se proclame lui-même misandre dans un récent morceau en featuring. Alors oui, j'ai pris 2 exemples de rappeurs qui représentent peu à l'échelle d'une industrie, mais ce sont des signaux faibles à prendre en compte. Aussi, le rap est loin d'être le seul genre avec cette problématique. On retrouve un phénomène similaire du côté de la pop. Il suffit de voir le traitement de la femme et de la domination masculine dans le morceau Blurred Lines pour s'en convaincre. L'industrie musicale n'a pas échappé à ce travers, bien au contraire, elle n'a cessé de le renforcer au fil des années par les paroles des chansons, mais aussi les clips et les imaginaires qui entourent les artistes. Par exemple, si je vous parle d'artistes qui profitent de sa célébrité pour séduire et coucher avec ses fans, c'est très probablement l'image d'un homme qui vous viendra en tête. On n'imagine pas Billie Eilish profiter de sa notoriété pour cela, alors que c'est un comportement qui a pendant longtemps été normalisé chez les hommes dans notre esprit. Ce monopole sur les consciences de la pop culture au sujet du masculin n'a pas que des effets moraux. Parce qu'on serait tenté de limiter l'analyse à la représentation de la masculinité dans la pop culture et les représentations qui en sont faites. Et c'est le cas de la plupart des études que je cite ici, mais le point le plus intéressant pour moi, et en tout cas qui montre que c'est un sujet majeur dont il faut qu'on s'empare absolument, c'est de réussir à mettre en parallèle cette masculinité hégémonique qui est mise en avant dans la pop culture avec les comportements et donc les effets qui en découlent et qui peuvent être très graves. Depuis plusieurs années, on a vu en ligne des communautés de masculinistes se développer. Sur les réseaux sociaux et les forums, de nombreux hommes se réunissent désormais autour d'une hiérarchisation des hommes allant de bêta, les gros geeks soumis un peu comme moi, aux alphas, les extravertis musclés avec beaucoup de relations sociales. Comme l'explique Justin Ricks dans son article Vice sur le sujet, dernièrement ce sont les Sigma qui ont fait parler d'eux. Les Sigma sont entre les deux, ce sont les outsiders. Ni trop, ni pas assez, les Sigma sont discrets, différents et intelligents. Et si j'en parle, c'est parce que certains d'entre eux prennent comme modèle Christian Bale. Vous allez me dire, ah bah c'est cool, Christian Bale c'est un super acteur et il a pas connu trop de polémiques. Sauf que c'est Christian Bale dans American Psycho, donc Patrick Bateman. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, c'est un homme d'affaires américain séduisant, prospère et tueur en série avec des tortures et des viols. Et c'est lui qui a été choisi par la communauté des Sigma pour promouvoir un lifestyle masculin idéal aux côtés de personnages de Peaky Blinders ou de Mad Men. Oui, il y a une part de troll dans tout ça, et chaque personne partageant un mème de Sigma Bale n'est pas un affreux masculiniste. Et l'objectif, c'est pas, encore une fois, de mettre tout le monde dans le même panier, ces communautés sont extrêmement larges, et donc ont plus ou moins des approches diversifiées selon les personnes, mais il est indéniable qu'au sein de ces communautés se forment des convictions plus profondes sur l'homme de manière globale. En fait, ces œuvres et personnages de pop culture sont fréquemment employés par des influenceurs ou des TikTok de développement personnel dédiés aux jeunes hommes. Ce qu'on remarque immédiatement, c'est que le contexte et même tout le propos de l'œuvre est retiré, avec comme seul objectif de les faire rentrer dans leur narratif. American Psycho ne loue jamais ni le mode de vie ni la figure de Patrick Bateman. De même que Joker, qui est souvent mobilisé dans ses groupes comme une figure quasi héroïque. Comme si, finalement, le point de vue de l'auteur n'avait pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est de le faire rentrer dans notre cadre de pensée, de créer un fantasme et un archétype d'homme viril rêvé. C'est par exemple le propos d'un film que vous connaissez sûrement, Fight Club. Le personnage principal joué par Edward Norton invente Tyler Durden, Brad Pitt, pour poursuivre cet idéal de masculinité. Il est littéralement un personnage imaginaire créé par les angoisses, les doutes et les influences de la société sur la conscience d'Edward Norton. Le film passe alors son temps à dénoncer Tyler Durden et même le protagoniste finit par s'en débarrasser. Pourtant, Fight Club est aujourd'hui utilisé par certains masculinistes pour mettre en avant une idée de l'homme viril et violent, complètement toxique. Fight Club est le film qui réunit le mieux la violence et l'esprit de l'homme. Sa philosophie stoïcienne et nietzschéenne vient en contradiction avec le conditionnement mental de l'homme moderne. Sur Fight Club, le débat continue à faire rage, avec d'un côté ceux qui soulignent l'ambiguïté du discours de son auteur original en interview, qui rejettent par exemple le terme de masculinité toxique, et de l'autre ceux qui avancent l'idée que ce même auteur est gay, et que rien que pour cette raison, Fight Club ne peut pas être une ode à la masculinité traditionnelle et hégémonique qui rejette l'homosexualité. C'est une vraie discussion que je trouve super intéressante, et d'ailleurs j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Selon vous, ces personnages, de manière générale, les personnages ou même les œuvres que j'ai citées comme représentants de la masculinité plus ou moins toxique, le sont-ils par nature, par création, le sont-ils déjà dans l'idée de l'auteur, ou alors le sont-ils par l'interprétation qui en est faite par des hommes parfois masculinistes ou parfois non? Ça me rappelle le propos de Roland Barthes dans son excellent essai La mort de l'auteur. Il explique que finalement le sens d'une œuvre réside peut-être plus dans la réception
l'émotion et l'interprétation qui en est faite par l'audience que par l'intention initiale de l'auteur. À notre ère, les films sont découpés en très courts extraits, remixés, sous-titrés, assemblés différemment pour être diffusés sur TikTok, Instagram, etc. Cela accentue la distance entre la volonté initiale du créateur et son appropriation par des communautés qui n'ont parfois même pas vu l'œuvre originale. Bien plus que l'omniprésence de la masculinité et d'une masculinité toxique, ce qui pose problème, c'est l'interprétation qui en est faite, y compris quand à la base elle est dénoncée par le film ou la musique en question. Car c'est ici que l'effet sera le plus dévastateur sur la conscience et la manière de voir le monde. C'est pas tant dans l'exposition à un archétype, mais dans sa digestion que la plupart des effets se produisent. C'est précisément ici que cela peut vite devenir très dangereux. On l'a dit, le rejet de la féminité et la volonté de domination des femmes est central dans l'idée de masculinité toxique. Les tenants de ce mode de pensée vont pour certains développer une véritable haine des femmes. Une autre communauté centrée autour d'une certaine idée du masculin, c'est celle des incels. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, les incels sont des hommes qui se considèrent incapables d'attirer les femmes et qui vont donc le plus souvent être hostiles à leur sujet. Une étude a été conduite à ce propos et montre que leur vision de la masculinité est beaucoup plus traditionnelle que la moyenne et qu'ils acceptent beaucoup plus facilement la violence, par exemple. D'ailleurs, le chercheur Gary Baker a démontré que les jeunes garçons soutenant les clichés de la masculinité avaient 4 fois plus de risques d'être violents, notamment envers les femmes. Un peu de la même manière que le personnage de Travis Bickle dans Taxi Driver, qui, isolé et rejeté par la société, se met à devenir violent, notamment pour attirer l'attention d'une femme. En fait, pour moi, tous ces mouvements sont symptomatiques de notre époque. La vague actuelle de masculinité toxique doit, pour moi, être comprise comme une réaction à la nouvelle vague du féminisme. En ayant l'impression d'être attaqués au sujet de leur masculinité, de nombreux hommes ont donc décidé au contraire de l'affirmer plus fortement que jamais. Cette surréaction va créer d'autres attitudes discriminatoires, notamment l'homophobie. L'homosexualité est vue comme une masculinité marginalisée, et à ce titre, les hommes souhaitant affirmer leur capacité à se conformer vont la rejeter frontalement, quitte à la détester et à tenir des propos haineux à son égard. Cependant, au sein même de cette masculinité hégémonique, de véritables dangers sont encourus par les hommes eux-mêmes. En particulier en ce qui concerne la santé mentale. Ces normes, ces figures héroïques construisent des attentes et des objectifs inatteignables. Ce sont des formes de prophétie. Or, l'incapacité à atteindre les standards imposés par la société ou notre environnement social peut conduire à de la honte, de la perte de confiance en soi et dégrader grandement le bien-être psychologique des hommes concernés. Encore plus quand on sait qu'il s'agit du sexe de loin le plus réticent à l'idée de soigner sa propre santé mentale. La plupart des personnages populaires sont montrés comme en maîtrise constante de leurs émotions. Ils ne lâchent pas une larme, pas un craquage émotionnel n'est permis, ils se doivent de garder bonne figure constamment. Cela pourrait expliquer en partie l'immense différence chaque année entre le taux de suicide chez les hommes par rapport aux femmes. En France, il y aurait 4 fois plus d'hommes qui mettraient fin à leur jour par rapport aux femmes en 2017. La masculinité toxique est loin d'être le seul facteur, mais il paraîtrait logique qu'elle y joue un rôle, vu ses effets démontrés sur les consciences et les comportements. J'avoue, j'ai dressé un tableau un peu noir. À m'écouter, on pourrait être persuadé que le monde s'apprête à devenir un repère à mascu toxique. Pourtant, quand on s'y penche de plus près, on peut voir que la pop culture remet de plus en plus en cause cet idéal de l'homme viril. Pour reprendre l'exemple mobilisé des super-héros, on le voit avec Spider-Man. Celui qui est aujourd'hui dans de nombreux pays le personnage de comics le plus populaire est très loin de cumuler les caractéristiques toxiques que j'ai pu évoquer. Peter Parker est clairement un bêta, un boudonneux, geek à lunettes, incapable d'adresser la parole à une fille qu'il trouve jolie sans bredouiller. Certes, il prend en confiance lorsqu'il enfile le masque et n'hésite pas à recourir à la violence ou à se montrer bien toxique avec Mary Jane. Il n'empêche qu'on reste très loin de Superman, Batman ou même Thor et Captain America dans le domaine. Pour rester dans les super-héros et se plonger même dans la critique de la masculinité toxique, The Boys le fait parfaitement. La série d'Amazon Prime caricature sans limite cette vision réactionnaire des super-héros en mettant en scène ce qui est clairement un super fasciste dans l'âme. Même si, encore une fois, certains ont du mal à l'interpréter comme tel. Mais si je dois parler des personnages marquants de la pop culture et de leur rapport à leur positionnement en tant qu'homme dans la société, je suis obligé d'aborder le cas de Ken. Le film Barbie a eu un mérite, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est de mettre le sujet de la masculinité et surtout du patriarcat au centre des débats. Ça passe principalement par le personnage de Ken qui, au cours du film, alors qu'il se rend dans le vrai monde, découvre le patriarcat. Or, ce qui est drôle et constitue une des critiques saillantes, c'est la manière dont il va interpréter la masculinité. En fait, Ken va être conquis par les manifestations du patriarcat plutôt que le patriarcat lui-même, d'un point de vue vestimentaire, mais aussi de ses héros. Dépeint comme assez bête, on le voit même arborer un manteau en fourrure qui n'est autre qu'une tenue portée par Sylvester Stallone, l'interprète de Rocky et héros ultime de films d'action bien masculins. Pareil pour ses abdos qui apparaissent d'un seul coup, de manière artificielle. Tout ceci va venir illustrer que la masculinité est avant tout performative et consiste
surtout en une manière de se conformer aux normes sociales. Cette manière d'être un homme est avant tout une mise en scène. Un peu comme le fait que nous portons des masques constamment en société qui nous permettent de nous positionner par rapport aux gens extérieurs. La masculinité est alors aussi une forme de démonstration. Et c'est ce qui explique pour moi cette escalade au plus viril, au plus masculin, parce qu'il s'agit avant tout d'une performance. Alors, avec son approche humoristique et hyperbolique, le film pousse à s'interroger sur ces standards qui sont imposés aux hommes. D'ailleurs, ironiquement, Barbie parle peut-être plus de masculinité et du patriarcat que de la place de la femme, hormis le monologue d'America Ferrara. Après, d'autres films ont abordé le sujet de manière plus sérieuse et plus subtile. Dernièrement, on a eu Iron Claw, The Power of the Dog, ou même Priscilla, que je vous conseille tous, et qui offrent des points de vue très intéressants sur le problème. Mais on le sait, ce qui construit l'inconscient collectif et permet de changer les mentalités, ce sont aussi les œuvres populaires, comme Barbie. Et avant de conclure, je voulais revenir sur une série que vous connaissez forcément et qui mérite selon moi d'être analysée sous cet angle, Friends. J'en ai parlé plus tôt quand je disais que Ross est souvent pris comme exemple d'homme toxique. La série, de manière générale, est critiquée pour ses idées jugées trop conservatrices. On l'a déjà abordé plein de fois, Friends a mal vieilli sur beaucoup d'aspects. Mais dans sa thèse sur la place de la masculinité toxique dans la série, la chercheuse Liv Christensen offre un point de vue plus nuancé. Oui, le show met en scène des formes de masculinité hégémonique à travers Ross qui cherche à garder le contrôle sur ses amantes, Joey et son objectification des femmes, ou encore le rejet de la féminité chez les hommes pour Chandler. Cependant, ces normes sont souvent tournées en dérision, et les rires enregistrés appuient le comportement risible des personnages sur ces sujets. Comme pour la plupart des débats de société que Friends traite, son positionnement est ambivalent. La série va constamment privilégier le système et l'idéologie dominante, mais peut-on vraiment demander à la sitcom la plus populaire du monde d'être à ce point contestatrice de l'ordre établi? De manière générale, vous me connaissez, je suis contre la censure. Il n'est alors pas question pour moi d'interdire de représenter toute forme de masculinité qui serait trop traditionnelle ou trop virile. D'autant que les personnages qui sont toxiques sont aussi des personnages qui sont ambivalents et qui donc sont intéressants pour des arcs narratifs, pour faire passer des messages ou pour justement pousser le spectateur à se positionner par rapport à lui et éviter une attitude passive avec des personnages qui seraient tout blancs ou tout noirs. Cependant, il me paraît important de creuser deux aspects assez évidents mais nécessaires pour avancer véritablement sur cette problématique. Le premier concerne l'acceptation et la mise en avant de la diversité des masculinités. L'idée n'est pas de remplacer la masculinité hégémonique actuelle, conservatrice et virile, par une autre plus ouverte, mais plutôt, comme le préconise Rowan Connell, d'accepter l'idée qu'il existe plusieurs formes de masculinité et qu'il n'y a pas de véritable hiérarchie dans leur niveau de légitimité. Et là-dessus, il y a du chemin à faire quand on voit qu'une photo de Kylian Mbappé en pull blanc lui vaut des insultes homophobes, ou qu'il est reproché à Harry Styles de faire du queerbaiting à chaque tenue extravagante aux couleurs flashy qu'il porte sur scène ou pour un shooting. Pareil pour Squeezie, chez GQ, on s'en souvient. Réduire les injonctions et les normes, c'est pas de la censure. Au contraire, c'est offrir plus de liberté. Enfin, le deuxième aspect qu'il est nécessaire de creuser, c'est ce que les anglophones appellent la media literacy, à savoir la capacité de décrypter ou décoder le sens d'une œuvre médiatique. Ça peut être un film, une série, un clip, un livre, etc. L'objectif est d'empêcher les réinterprétations fallacieuses menant à ces représentations toxiques qu'on a vues plus tôt. Je ne cesse de me répéter sur ce sujet, mais l'éducation aux médias devrait être une grande cause nationale. Nous sommes exposés à des œuvres, des propos, des métaphores, sans parfois avoir les outils pour les comprendre correctement. C'est de cette manière que se perpétuent des idées fausses et des perceptions tronquées du monde qui nous entoure. Le vrai danger de la masculinité toxique est sûrement ici. Déconstruire les figures problématiques issues de la pop culture est nécessaire et louable. Mais ce qui est plus important, c'est d'éduquer sur la manière dont elles peuvent nous influencer et ne pas nous laisser guider aveuglément par ces dernières. S'attaquer individuellement à Patrick Bateman, au Joker, à Tony Montana, à Chuck Norris ou à Rocky, c'est vider un océan à la petite cuillère. Ce qu'il faut, c'est s'attaquer au processus de persuasion qu'ils exercent sur nos consciences. Réussir à comprendre les signes qu'ils propagent pour mieux les appréhender. Et surtout, accepter l'idée que la masculinité virile des hommes, tout comme la féminité rose bonbon des femmes, sont avant tout des présentations de soi qui visent à se conformer en société. Il n'y a pas besoin de les rejeter en bloc, mais les déchiffrer me paraît nécessaire pour ne pas tomber dans ces excès. J'espère que cette vidéo vous aura au moins servi à ça.